Tout d'abord, merci de m'avoir invité et merci pour la pertinence du thème parce que tout le monde sait que c'est un secteur stratégique pour le Maroc, c'est un secteur extrêmement important pour nous au niveau du ministère de l'Industrie parce qu'il représente un poids conséquent au niveau de l'export, mais souvent il est méconnu du grand public. Et il est important qu'on ait ces discussions pour pouvoir un peu démystifier ce qu'est ce secteur et pouvoir montrer un peu le cap et la vision qui a été fixée au niveau du Maroc. Donc le secteur aéronautique au Maroc, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un secteur qui représente 1 milliard de dollars d'export. C'est important et les perspectives qu'on a tracées pour ce secteur sont encore plus importantes. Qu'est-ce que ça représente, pardon, par rapport aux autres secteurs en termes d'exportation? Si on prend par exemple le premier secteur à l'export qui est aujourd'hui l'automobile, cette année on finira à 5 milliards, d'accord? 50 milliards à peu près de dirhams. Donc c'est quand même le 1/5 du premier secteur et on a des perspectives où on souhaite aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc les objectifs qu'on s'est fixés, c'est que heureusement au Maroc on a une base qui est solide, on a misé sur le bon secteur, des choses exceptionnelles ont été faites depuis 10 ans à peu près, donc on a une base sur laquelle on peut construire un vrai secteur. Et l'ambition du plan d'accélération industrielle au niveau du ministère de l'Industrie, c'est d'essayer de faire dans les 5 prochaines années essayer de multiplier par 2 ce qui a été fait dans les 10 dernières années. Il s'agit là d'une phase 1 qui doit générer 400 emplois hautement technologiques, avec un taux d'intégration très important, parce que Airbus, comme l'a dit M. le ministre, va tirer avec elle un certain nombre de fournisseurs. Elle va faire travailler encore plus ceux qui sont présents aujourd'hui, parce qu'il y a une montée des cadences qui est très forte. Et l'autre élément important, c'est que elle améliore la compétitivité en s'installant ici, elle améliore la compétitivité du secteur assemblage ou de l'écosystème assemblage qui a été développé dans le cadre du pacte d'accélération industrielle sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Il faut garder la tête froide. Il s'agit d'une activité globale. Aucun acteur ne construit seul un avion. Airbus et Boeing conçoivent un système, ils ont une stratégie de marque, ils définissent toutes les données opérationnelles et Boeing et Airbus participent pour 25-30% de la construction de l'avion. 20% au niveau de Boeing. Voilà. Et tout le reste, il est fait par des équipementiers et des acteurs spécialisés. Alors c'est pour ça que le taux d'intégration est très complexe et on ne pourra pas aller très très loin. Je vous donne un exemple. Le moteur qui équipe l'avion, il y a 4 motoristes mondiaux, 2 américains, un anglais et un français. Les Chinois ne savent pas faire un moteur commercial. Les Russes ne savent pas faire un moteur commercial. Le train d'atterrissage, il y a 2 acteurs dans le monde. Il y a un Américain et un Européen. L'électronique qui équipe, par exemple, tout ce qui est centrale à inertie, il y a un seul dans le monde. Alors, donc, le fait de passer de 17 à 35% est important. Et notamment, l'arrivée de Stelia va tirer avec elle une supply chain importante qui apporte un certain nombre d'éléments, un certain nombre de composantes. Mais si vous voulez, les matériaux, certains matériaux, on ne les fera jamais au Maroc, certaines pièces compliquées, certains moteurs. Donc, le 35% est un objectif relativement ambitieux et qui suppose que, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, nous serons capables de tirer avec nous ce que nous appelons les chaînons manquants, les trous dans la raquette, un certain nombre de métiers qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je parle par exemple de certains traitements de surface particuliers, certains contrôles. Bon. Mais c'est déjà notre programme est très ambitieux et on ne peut pas le comparer complètement à l'automobile. Je sais que disait Steven Ibrahim Enderoussi, c'est vraiment le rôle de l'université, voilà, de la formation. Donc, il y a le secteur industriel, il y a les politiques publiques dont parlait M. le ministre, il y a toute la partie formation et accompagnement. Parce que si on veut réellement développer un secteur et surtout avoir des taux d'intégration très ambitieux comme ils sont annoncés là aujourd'hui, à 35% de taux d'intégration dans ce domaine-là, c'est énorme, il faut aussi qu'il y ait des ressources qualifiées. Et pas uniquement des ressources, je dirais, de techniciens,
mais de techniciens supérieurs, voire d'agents de maîtrise, de management et d'ingénierie. Donc il y a toute une pyramide de compétences à construire pour pouvoir adresser le secteur. Et c'est là aussi que les convergences peuvent être trouvées entre le secteur industriel et le monde universitaire dans sa globalité. En tout état de cause, en ce qui concerne l'Université internationale de Rabat, on travaille la main dans la main avec les secteurs industriels. Même, je dirais, nos programmes sont discutés, sont challengés avec les industriels pour bien être certains de former des ingénieurs qui soient en adéquation avec les besoins. Ça a été un grand problème au Maroc, il faut le dire aussi. On a eu à un moment donné d'énormes problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire entre ce qui est les formations qui sont organisées et qui sont des fois de très bonne qualité, ce n'est pas le sujet. Mais qui ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins du marché, les besoins du secteur industriel, etc. Et donc ce travail, moi je suis très content qu'il y ait autour de cette table aujourd'hui voilà, l'autorité gouvernementale représentée par Monsieur le ministre, je dirais le secteur industriel représenté par Sibn Ibrahim Andalousi, le secteur de la formation, le secteur universitaire représenté par moi-même, et on parlera par la suite également notre dynamique à mettre en place, pas uniquement en termes de formation, mais aussi en termes de recherche, développement et innovation. On y reviendra. Dans la deuxième partie, je crois, de la question, c'était les... C'était la question que j'avais posée tout à l'heure. Sur les écosystèmes, quelles mesures spécifiques? Oui. Donc sur ce point-là, il y a Sibn Ibrahim qui a parlé de trous, on va dire, dans la raquette. Un écosystème, c'est quoi? C'est sur la chaîne de construction. On veut optimiser les acteurs qui soient liés entre eux pour que le tout soit plus compétitif que chaque bout pris individuellement. Et que tout le monde y gagne. Exactement. Donc forcément, dans la chaîne et dans l'écosystème Maroc, il y a des maillons manquants. Et ces maillons, c'est extrêmement important pour nous de les attirer. Donc on a mis en place un fonds de développement industriel de 21 milliards de dirhams, 2,5 milliards de dollars, qui nous a permis de donner des subventions à fonds perdu. Et ces subventions... Pour l'ensemble des secteurs. Pour l'ensemble des secteurs, bien sûr. C'est pas que pour l'aéronautique. J'aurais été heureux que ce soit pour l'aéronautique. Non, non, non. Même s'il a été un négociateur extrêmement brillant pour son secteur. Hein. Mais pour revenir, et donc on essaye de concentrer le taux de subvention... C'était combien, là? Sur les 21 milliards? C'est de quoi permettre un bon décollage. Voilà. Exactement. Mais pour les métiers pionniers, pour les locomotives et pour les maillons manquants de ces écosystèmes, on donne des taux de subvention qui sont largement supérieurs au reste. Donc c'est la façon... Ça fait partie des mesures incitatives. Exactement, oui. Exactement. Et ça a été travaillé, on est descendu entreprise par entreprise pour essayer de voir quels fournisseurs on a besoin d'avoir à côté de chez nous, quels clients on a besoin d'avoir. Donc tout cela fait partie des négociations en amont, c'est-à-dire que quand on apprend que Stelia s'installe, il y a tout ce travail qui a d'abord été fait en amont. Mais le partenariat public-privé pour assurer cette formation, comment ça se passe? Alors, il faut factualiser les éléments de quoi nous parlons. Aujourd'hui, 70% des besoins, c'est au niveau technicien et opérateur. 20% à peu près, ce qu'on appelle le management moyen, intermédiaire, middle management, et puis 10%, c'est dans nos entreprises, c'est les ingénieurs et c'est les cadres. À côté de cela, évidemment, il faut aussi avoir des volants dans le domaine de ce qui est ingénierie. Alors, la formation, et si on doit donner une idée aujourd'hui sur le secteur, sur les 11 500 personnes qui y travaillent, il faut savoir que l'âge moyen est de moins de 30 ans, c'est-à-dire c'est un secteur jeune. Le 50% c'est des femmes, et le niveau moyen c'est minimum Bac plus 2. Et je vois que 600 personnes ont été formées jusqu'à aujourd'hui, dont 50% de femmes. Non, à l'Institut des métiers de l'aéronautique. Non, l'Institut des métiers de l'aéronautique forme 600 par an. 600 par an. 600 par an, c'est des jeunes qui ont Bac plus 2, c'est un centre de qualification. J'allais dire qu'il manquait un zéro. Peut-être, probablement.
C'est des jeunes qui ont bac plus 2, ils passent un concours au niveau compétences et au niveau culture générale, au niveau culture aéronautique. Après, ils vont passer au sein de l'IMA 6 à 8 mois. C'est une formation par alternance, moitié du temps à l'IMA et moitié dans les entreprises. Et c'est un institut qui est géré par les professionnels. C'est un partenariat exemplaire entre l'État et les industriels. Et aujourd'hui, vu le succès et vu les besoins du secteur, on est en train de doubler la capacité de formation de ce centre qui formera 1200 par an. Et quand on compare par rapport aux besoins qu'a indiqué M. le ministre, ça représente la moitié de nos besoins d'ici 2020. Alors, donc, pour revenir à la formation, donc le noyau le plus important, c'est au niveau des techniciens. Alors, on a un problème, celui-là, transversal, qui est valable aussi bien pour l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire et l'électronique, c'est au niveau du middle management. Les échelons entre l'ingénieur, c'est là où on trouve les leaders, les chefs d'équipe, on trouve une partie de la qualité, la logistique et autres. Et là, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Éducation pour créer un institut dédié pour former cette partie-là. Alors maintenant, pour le reste, je crois que les universités aujourd'hui ont été relativement réactives. Les jeunes ingénieurs dont on parlait, qui ne sont pas uniquement pour répondre au marché de l'emploi, qu'il soit national ou international. Et effectivement, on sent qu'il y a une pression internationale. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur notre première promotion, je sais qu'il y a déjà quelques-uns qui ont des contrats à l'international. L'un de mes moments de bonheur, récemment, en recevant l'un des patrons de Rolls-Royce, c'est qu'il avait la responsable de la qualité, qui est une Marocaine, et lui expliquait. À la fin, il lui a dit, mais vous êtes marocaine? Elle dit oui. Vous avez été formée où? Il dit au Maroc et aux États-Unis. Alors il me dit, est-ce que je peux la prendre pour travailler avec nous? Alors, ça veut dire qu'on arrive à avoir des jeunes du même niveau. Mais également, il faudrait aussi que chez ces jeunes-là, qu'on puisse insuffler l'esprit d'entrepreneuriat dont parlait tout à l'heure Sibn Ibrahim Andalousi. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont demain capables de créer ce tissu de PME, même de TPE. Si on a une équipe commune qui est efficace, la compétitivité et la compétition est féroce à l'échelle mondiale. Donc c'est important de bien saisir le moment. On est à un moment particulier, notamment au niveau de l'industrie aéronautique et encore plus au niveau du Maroc. On parle du doublement de la flotte internationale pour les 20 prochaines années. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit réellement se retrousser les manches pour aller chercher ces investisseurs. Et si vous voulez, l'un des principaux atouts qu'on essaye de mettre en avant, c'est d'abord le fait qu'on a une vision commune. On a une vraie vision commune, on sait où on va. On ne tape pas dans tous les sens. Et là, ça nous permet de concentrer nos atouts vers l'excellence lorsqu'on apporte et on attire les investisseurs. Bien entendu, il y a aussi un changement structurel au niveau de l'industrie. Si vous prenez par exemple l'investissement de Stelia, on parle de la fabrication de 60 avions, au niveau en tout cas de l'A320, 62 avions par mois. Ça veut dire 2 avions par jour. Et lorsque vous faites partie de cette chaîne et qu'elle est assemblée à Toulouse-Blagnac, il vaut mieux être à 36 heures de bateau. Donc c'est un atout, à 36 heures de camion, pardon. Donc c'est un atout indéniable pour le Maroc. C'est une carte puissante qu'on doit exploiter en plus de la vision. Donc si vous voulez, on a, comme on dit, les astres qui s'alignent. Ils ne s'aligneront pas pour longtemps. Il y a des marchés qui sont en train d'être passés aujourd'hui, qui vous positionnent sur les 10-20 prochaines années. Et c'est pour ça qu'on a véritablement retroussé nos manches. Et le fait que, aussi au niveau des investisseurs étrangers, on puisse être un pays libéral et ouvert. 6 décembre 2015, est-ce que c'est toujours un choc, Monsieur Jobin? Un choc qui dure 13 ans, c'est plus un choc, c'est un mouvement stable. Moi, je pense que ça ne fait que constater le vide politique qui s'emparait de la France, et pas que de la France, d'ailleurs, d'une bonne partie de l'Europe. Et ce vide attire justement toutes les pulsions un peu malsaines dans lesquelles je classe une des motivations des électeurs du Front National. Monsieur Ezouak? C'est vrai que les médias titrent le choc, ils ont quand même plutôt participé justement à l'arrivée ou à la montée du Front National et de leurs idées, qui se sont diffusées d'ailleurs au sein des autres partis politiques. Quand on voit rien qu'aujourd'hui une chronique qui a été
publié sur Libération, le journal, le quotidien Libération, qui justement en rajoute encore une fois, alors qu'on est en entre-deux tours, en rajoute encore une fois sur l'islamophobie, sur cette peur d'une femme voilée. Donc on voit très bien que ces médias-là participent finalement. Alors ils se disent choqués parce qu'effectivement ils ne veulent pas être gouvernés par des gens du Front National, mais la réalité c'est qu'ils participent à la diffusion des idées. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est à la fois un choc par l'ampleur de la victoire, mais c'est pas un choc vraiment surprenant. Mais l'ampleur de la victoire, hier le FN a totalisé 6 millions de voix, en fait. 6 millions d'électeurs. 6 millions d'électeurs dans un contexte où seulement la moitié des Français ont voté, tel que vous l'avez dit. Pour se comparer la performance, Marine Le Pen avait environ totalisé 6 400 000 voix lors de la présidentielle en 2012, mais dans un contexte où 85% des Français votent une présidentielle. Les gens se déplacent massivement pour voter parce que l'enjeu national est extrêmement fort. Donc on voit une élection qui est censée être mineure, qui se place à un an et demi avant les présidentielles de 2017, et qui, dans un contexte d'abstention forte, en fait, confirme le socle de voix du FN. Maintenant, c'est un construit aussi, tel que M. Azizi l'a fait remarquer en 84, la première percée. C'est au fond que la droite classique, qui était à l'époque incarnée par Jacques Chirac, le RPR, avait pris des positions pro-européennes, en fait, en réalité, et le FN, d'un petit parti qui était quasiment, en fait, d'anciens collabos ou d'anciens poujadistes, en fait, est devenu un parti qui a commencé à incarner une idée nationale ou une idée nationale hors de l'Europe. Et beaucoup de gens à droite se sont retrouvés dans cette idée. Maintenant, au cours de ces 25 dernières années, c'est un parti qui a beaucoup évolué. C'est un parti qui a fait de très bons scores au présidentiel parce que le chef imprimait bien médiatiquement, Jean-Marie Le Pen à l'époque, mais aussi qui a su s'agréger au fur et à mesure de la transformation industrielle et sociale en France, et notamment des années de crise, des années de déclin de l'industrie ou de transformation des différents métiers et des territoires. Il a su s'agréger de très nombreux électorats, notamment dans le périurbain, dans l'urbain, les ouvriers qui ont déserté massivement la gauche. Au cours de ces 15 dernières années. Et donc il challenge, en fait, et on est dans un espace, en fait, où finalement, ce que disent aujourd'hui les analystes politiques, c'est la tripartition. Il reprend un espace, en fait, qui, toute proportion gardée, fait penser un petit peu à l'espace politique tel qu'il était structuré à la 4e République en France, en fait, en réalité, avec un bloc national très nationaliste, une droite libérale pro-européenne et une gauche socialiste. Et donc c'était le MRP, la SFIO et les nationaux qui se partageaient, en fait, le jeu politique en France. On est dans une phase de retour à cette configuration? On est dans une phase de retour à cette configuration, me semble-t-il, en termes de socle, de voix, d'idées, d'idéologie, mais aussi, en fait, malgré des institutions ou des modes de scrutin qui ont été construits précisément pour les empêcher. Parce que tout le travail de la Ve République, tel qu'il a été conçu, ça a été de créer des scrutins majoritaires et non pas des scrutins proportionnels pour effectivement canaliser, en fait, en deux blocs, en fait, en réalité, l'expression politique. Malheureux de le dire, mais je pense que la population française est de plus en plus en phase avec aussi bien l'idéologie du FN, parce qu'en fait, à quoi est dû le succès du Front National, c'est que, moi je pense, à mon avis, le succès est dû à deux choses. La première, c'est que le FN tient d'une part un discours très simple pour régler les problèmes complexes. Lui, il a des réponses très simples, hein. Pour le chômage, il a des réponses toutes faites. Pour régler le problème de l'immigration, il a des réponses toutes faites. Ce qui plaît un peu à l'électorat de base. Et deuxièmement, le FN, contrairement aux autres partis, le PS et la droite, a une idéologie. Et aujourd'hui, c'est l'idéologie qui fait l'adhésion. Hein. Donc on est dans un vote de conviction et pas seulement dans un vote sanction. Vote de conviction, c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui me fait dire que
moi je pense que l'autoroute est toute tracée pour les FN, pour les présidentielles. Comment on explique l'importance du vote Front National dans cette tranche d'âge, Mohamed Ezouak? Je pense qu'il y a une désillusion. C'est-à-dire que même, c'est ça qui est grave, c'est que même au niveau de la jeunesse, celle qui était, pendant les années fac, on pouvait voir justement des jeunes qui étaient plutôt de gauche, ou en tout cas pas du tout FN et même contre les FN. Aujourd'hui, on a quand même un tiers de l'électorat de cette tranche d'âge qui, 35%. Voilà, qui vote FN. Et 28% pardon, chez les 24-35. Donc on voit très bien qu'il y a, c'est un vote d'adhésion, on l'a dit, et qui transcende les tranches d'âge, qui transcende les territoires. Vous savez, même des verrous comme la Bretagne et l'Île-de-France commencent aussi un petit peu à sauter. On se retrouve avec des scores de 20%, etc. Même si ça n'atteint pas, bien sûr, la région Nord ou l'Alsace ou la région PACA. Mais ça transcende les territoires, ça transcende les tranches d'âge et ça transcende même les catégories socio-professionnelles. Même si, bien sûr, ça reste un vote principalement des classes populaires. J'ai oublié les chiffres, mais on est sur un vote majoritaire au niveau des classes populaires. Mais on se retrouve avec des classes plutôt aisées, des professions intermédiaires, intellectuelles, qui maintenant votent Front National parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les idées prônées par les autres partis. En Corse, on ne vote pas FN parce qu'on n'est pas donc, déjà. Les deux listes nationalistes arrivent avant le Front National. La région a une identité forte, moins elle vote FN. Exactement. En commençant par la Corse, qui est peut-être la région de la France métropolitaine qui est la plus forte. Mais ça marche aussi pour le département d'outre-mer. La Réunion a un vote FN qui frise les 2%. La Corse est le plus bas score. Et le score le plus bas, la Corse avec 10,5%. Oui. Les deux listes nationalistes. La Bretagne est assez faible aussi, qui a une identité très forte de Bretons, plus que d'autres choses, qui transcende un peu les clivages politiques. Donc si on raisonne en scientifique, on pourrait dire que le vote Front National est un vote proportionnellement, il est d'autant plus fort qu'il y a une absence, qu'il y a une perte de l'identité, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur ces gens qui se voient dans une France désagrégée, qui est ni en banlieue, ni à la campagne, ni nulle part, sans travail, sans rien. Monsieur El Azizi. Parce que vous avez parlé au début du vote des jeunes. Les jeunes sont traditionnellement beaucoup plus socialistes, si ce n'est pas communistes. Monsieur El Azizi. Oui, on a pas mal de gens qu'on interviewe dans le courrier de l'Atlas. C'est pas vraiment des personnalités, c'est des personnes, entre guillemets, qui se disent j'assume mon appartenance au FN. Mais ça reste dans la provoque, on est dans la provoque. Je ne sens pas une adhésion à l'idéologie du FN. On n'est pas dupe, quoi. C'est de la provoque et, comme le dit Ezouak, ça provient de jeunes un peu qui sont dans cette. Mais sinon, la rupture, je ne dirais pas la même chose du côté de la direction du FN. On réfléchit et sérieusement à comment gratter un petit morceau de cet électorat qui est quand même assez alléchant, hein, les quelques millions de dirhams. Ce qui est rassurant, c'est que le Français d'origine musulmane, en fait, il vote exactement comme les autres Français. Les seuls qui se sont réappropriés en fait un discours social en fait en réalité, et ça c'est la grande nouveauté qui a été introduite d'ailleurs par Florian Philippot, qui est une des âmes damnées entre guillemets de Marine Le Pen, qui est un peu l'idéologue en fait du FN, c'est cet aspect social. Jean-Marie Le Pen était un leader qui était libéral. Économiquement, il était libéral. Lui, il n'a jamais fait un discours, en fait, même si il appelait, rappelez-vous, le discours qu'il avait en 2002 quand il était au second cours, il appelait les 100 grades à venir le rejoindre. Donc l'idée de faire révolter le système et de faire bouger le système par le bas avec les petits, avec ceux à qui on peut... les laisser pour compte les laisser pour compte du système. Là, il y a un nouveau discours, en fait, du FN qui, en plus du discours national, développe un discours social. On va prendre soin de vous, on va recréer la France solidaire, on va recréer la France solidaire et homogène. Ça fait partie du programme d'ailleurs, voilà, avec la primauté nationale pour les allocations, pour les embauches. Voilà, cette cohérence et cette logique en fait est beaucoup plus affichée. Ça s'appelle plus 100 grades aujourd'hui.
s'appelle Sans dents, je crois. Comme quoi, il y a de l'évolution ici. Non, mais justement, l'instrumentalisation de cette parole, en fait, a été très forte, en fait, dans les. Il y a une vraie, en plus, il y a une vraie aujourd'hui proactivité des militants FN sur les réseaux sociaux. Vous observez, en fait. Ils sont d'autant plus démagogiques qu'ils ont un programme qui est vide. Enfin, le programme du Front National, il tient en 3 lignes et en 3 lignes qui sont incohérentes. On reprend, le FN reprend dans son discours économique des items qui sont des items de gauche, qui sont des discours qui ont été développés à gauche, en fait. L'égalisation de la fiscalité entre le travail et le capital, c'est tout à fait, c'est complètement dans le lexique de la gauche, en fait. Quand vous parliez aussi de la réindustrialisation et le plan stratégique, c'est complètement dans un lexique, bon, pour le coup, qui est un peu colbertiste au national en France, mais aussi un lexique de gauche. C'est très classique de l'extrême droite. Mussolini et Franco employaient les mêmes, et Hitler employait les mêmes arguments. Et au fond, c'est cette alliance-là entre ces thèmes nationaux et ces thèmes socialisants, en fait, qui compose le discours du FN. Maintenant, on voit, et d'ailleurs dans la dernière présidentielle, Marine Le Pen a eu beaucoup de mal, en fait, à défendre notamment son option de sortir de l'euro, excusez-moi. Donc en fait, l'argument qui lui opposait et qui est tout à fait sensé, c'est que si vous sortez de l'euro, en fait, vos dettes, en fait, concrètement, sont en francs. Potentiellement, votre monnaie peut se dévaluer, ce qui vous fait une compétitivité. Mais en gros, vos dettes restent libellées en euros. Et donc, vous payez beaucoup plus de francs pour chaque euro de dette. Donc, en réalité, vous surendettez le pays. Et là, il y a une équation qui a été très dure à trouver, en fait. De toute façon, le Front National, le discours du Front National s'est diffusé déjà depuis de nombreuses années. Il y a eu, il ne faut pas oublier aussi, il y a eu quand même une compromission, dès 98, une compromission, je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, il y avait une compromission de la droite avec les premières flambées au niveau électoral, au niveau du FN, notamment Alpes-Maritimes, Région Rhône-Alpes, etc., où on a vu par exemple un Christian Estrosi qui maintenant d'ailleurs, je crois que ses affiches c'est le résistant. Hein. Apparemment il veut faire barrage alors qu'il a collaboré quand même en 98, il voulait être élu numéro 2 sur la liste, je crois, de Le Chevalier. Donc la droite voulait s'allier avec l'extrême droite et l'UDF d'ailleurs a un peu implosé en raison de ça. Donc on voit très bien que ce discours a essaimé tout au long de ces 15 dernières années avec des pics comme on l'a eu avec Sarkozy. Alors après, ça s'est un petit peu calmé avec François Hollande, mais on voit très bien que le débat sur l'islam, l'islamophobie de manière générale, les débats sur l'immigration, les réfugiés, qui aujourd'hui redeviennent des sujets phares au niveau du débat politique en France. On a évidemment les sparring partners, hein, un peu médiatico-intellectuels, je vais pas dire pseudo-intellectuels, médiatico-intellectuels qui trustent les plateaux et qui écrit des ouvrages pour dire qu'avant c'était mieux et qu'il faut virer tous les étrangers. Donc on voit très bien que ça y est, les régionales ne changeront rien là-dessus. Le succès montrera juste que finalement c'est pas si mal, c'est pas borderline de voter Front National, c'est plutôt mainstream. Là aujourd'hui c'est mainstream quand on a les deux meilleurs scores au niveau des régionales, c'est les deux régions, enfin c'est le Front National qui est le seul parti à avoir dépassé 40%, a atteint 40%. Les autres arrivent, quand ils sont premiers, ils arrivent à 30% maximum. Donc on voit très bien qu'il y a un vrai raz-de-marée, là il faut vraiment parler de raz-de-marée, et donc c'est l'idéologie ou le courant mainstream au niveau électoral, et donc peut-être pour les présidentielles, ils se diront finalement oui, pourquoi pas casser la baraque, comme je disais tout à l'heure, voter FN, voter Marine Le Pen, pour pouvoir changer, parce qu'on en a assez des politiques traditionnelles qui nous promettent beaucoup mais qui n'agissent pas beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est le 10 décembre ? Parce que le 10 décembre 1948, c'est la date de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui marque une étape décisive dans le processus de développement du droit international des droits de l'homme, d'une part, et également une étape déterminante dans le processus de consolidation des garanties constitutionnelles nationales des droits de l'homme dans les systèmes juridiques internes des différents pays. Alors, quel était le contexte de l'époque et qu'est-ce qui a présidé à l'élaboration de cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est d'abord un processus. C'est un processus politique. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très ancien. Il ne date pas de 1948, mais
certainement qui remonte au moment où on a commencé, les hommes ont commencé à s'organiser dans des cités, c'est-à-dire qu'ils commençaient à faire société et qu'il fallait trouver là des lois, en tout cas des processus qui leur permettent de continuer à vivre ensemble sans totalement se détruire. Et à chaque fois qu'ils ont mis en place des chartes, on retrouve à Babylone, 500 ans avant Jésus-Christ, déjà des textes. On retrouve au XIIe siècle la charte du Mandé, qui est une charte du chasseur de l'Empire du Mali. Donc ce n'est pas des choses nouvelles dans l'histoire, c'est simplement qu'on arrive à un temps de l'histoire où la question des nations est au devant de la scène et que le monde est un peu fini. On connaît le monde dans sa globalité, on le connaît tellement bien qu'on va faire la guerre jusqu'au bout du Pacifique, etc. Donc il est évident que ce vieux processus qui a permis aux hommes de trouver en eux la force de vivre ensemble sans se détruire et d'introduire un principe simple, qui est un principe de réciprocité, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on nous fasse, c'est quelque chose qui est intéressant lorsqu'on l'inscrit dans le droit. Et d'ailleurs, le premier considérant de cette charte de 1948 estime que, considérant le fait que c'est la seule garantie à la liberté et ou aux libertés en général, et contre les guerres, pour apaiser les conflits et contre les guerres ravageuses qu'a connues l'Europe et puis le monde. Notre collègue Nadir, disons que la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas un texte contraignant, mais c'est un cadre, une plateforme, comme on a dit nos collègues, d'adhésion. Et donc, il a été élaboré dans une optique de consensus entre différentes religions, différentes cultures, différentes civilisations, de manière à encourager l'adhésion. Et donc, c'est à partir de cette adhésion, donc c'est à partir de l'élaboration de ce texte de 30 principes, je dirais, à partir de ces 30 principes, on aura d'autres développements. La déclaration, après, il s'est scindé en 2 pactes. Et donc, le processus des droits de l'homme, c'est-à-dire que la déclaration, on a eu la déclaration en 1948. Ce n'est qu'en 1966 qu'on a eu les 2 pactes, je dirais, les plus contraignants, une fois ratifiés, pas de réserve. Mais, à partir de là, c'est un processus d'acte de souveraineté. Peut-être là, on reviendra sur l'acte de souveraineté d'adhésion ou de ratification. Et là, c'est un acte de souveraineté. Une fois que vous avez ratifié et que vous êtes État partie dans une convention, vous êtes soumis à l'examen et à l'évaluation de niveau international. Et donc ce processus-là, c'est de manière à faciliter, premièrement, le partage des mêmes valeurs, mais en même temps d'approcher l'universalité c'est-à-dire qui dépasse les particularités. Les droits de l'homme, c'est l'universalité. Oui, monsieur Velkouch. Juste pour dire que la déclaration, on n'a besoin ni de la signer, ni de la ratifier. C'est un texte de référence à travers l'adhésion au système des Nations Unies. C'est un texte de référence en matière des droits de l'homme. Donc il est là. Par contre, adhérer ou ratifier les pactes, les conventions sur les droits des femmes, enfants, torture, etc. Donc tout cela, c'est une volonté des États. Donc c'est un choix, ce n'est pas une contrainte internationale. C'est un choix des États de faire partie d'une convention internationale. Et de là, le processus technique, ratifié, déposé, etc. Donc dès que l'État ratifie, donc par un choix volontaire, donc il soumet sa souveraineté à un contrôle international. De là, il doit présenter des rapports périodiques, des fois permettre aux comités de venir, des mécanismes, autres mécanismes à visiter le pays. Là, c'est des choix. Donc, quand l'État s'engage, donc au niveau du droit international, il doit rendre compte de l'état de cet engagement. Bien sûr qu'il y a des fois des facilités, si on peut dire entre guillemets, pour aider les États à intégrer ce système international de protection des droits de l'homme. Cette facilité, c'est le système de réserve, entre guillemets. Donc, des fois, on dit que dans tel pays n'est pas encore prêt à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions d'une convention internationale. Donc il y a un accompagnement. Donc il peut dire quelques parties, moi j'ai besoin, je mets des réserves sur tel ou tel article qui ne remet pas en cause l'essentiel de la convention, en principe pour une période déterminée, c'est-à-dire pour préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions. Disons, le système n'est pas fait pour aller contre les États, mais plutôt pour accompagner les États
dans leur engagement et dans disons, l'expression de cette volonté politique de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la protection des droits de l'homme. Je vous propose 3 points d'entrée pour c'est-à-dire apporter donc quelques éléments de discussion concernant la question de l'universalité et de la spécificité des droits de l'homme. Le premier point d'entrée, c'est une résolution adoptée en fait en 2012 par le Conseil des droits de l'homme sur la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l'humanité. En fait, cette résolution a réaffirmé ce qui est déjà donc partagé par l'ensemble de la communauté nationale et internationale des droits de l'homme, à savoir que tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants. Elle a également réaffirmé que certaines cultures, que toutes les cultures et civilisations en fait partagent dans leurs traditions, coutumes, religions et croyances un ensemble commun des valeurs. Donc ce que rejoint en quelque sorte donc ce qu'il disait mon collègue Sielewa. Et ces valeurs appartiennent à l'humanité dans son ensemble. Donc il y a une appropriation collective de l'ensemble de l'humanité, donc des principes de base des droits de l'homme. Et les traditions, ce qui est également important dans cette résolution, c'est qu'elle a souligné que les traditions ne peuvent être invoquées pour limiter la portée donc des garanties de certains droits ou des pratiques contraires à la dignité humaine. Le deuxième point d'entrée, en fait, ça renvoie à un projet de résolution qui est initié par notre pays, le Maroc, et 57 autres pays en 2015, sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc, et dans ce projet de résolution, donc, on réaffirme encore donc l'universalité, l'indivisibilité des droits de l'homme, et tout en ayant à l'esprit les particularités nationales et régionales et la diversité des contextes historiques, culturels et religieux, mais la résolution a souligné, donc d'une manière très claire, que tous les États, quel que soit leur régime politique, leur système économique ou leur héritage culturel, ont le devoir de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et le troisième point d'entrée, en fait, qui apporte une dimension, c'est-à-dire également philosophique à la question de l'universalité et de la spécificité des droits de l'homme, notamment dans le contexte donc, des pays du Sud et dans le contexte national, c'était le message royal adressé aux participants au deuxième Forum mondial des droits de l'homme. Qui a accueilli le Maroc à Marrakech oui, un peu plus en fait, le message royal a souligné d'une part qu'il y a ce qu'il a appelé un certain universalisme en marche à travers l'appropriation des valeurs universelles des droits de l'homme et également l'activité de plus en plus importante des pays du Sud dans le processus de production des normes. Il a souligné également que cet universalisme en marche donc, est confronté à des défis qui consistent généralement au repli sur soi, le rejet de l'autre, l'intolérance, etc. Il a prôné ce qui est très important, c'est-à-dire qu'en perspective également donc de dépassement au sens hegelien du terme, donc de cette contradiction, soi-disant, cette prétendue contradiction entre l'universalité et spécificité, il a prôné une meilleure appropriation individuelle et collective des droits de l'homme, et cette appropriation permettra en fait, ce qui est très significatif, aux traditions nationales et culturelles de trouver naturellement leur place, ni contre les valeurs universelles des droits de l'homme, ni à côté de ces valeurs universelles des droits de l'homme, mais autour d'un socle de valeurs indérogeables. La conjoncture a poussé un certain nombre de pays, y compris les pays européens dont les fondements sont les valeurs des droits de l'homme, à prendre des décisions totalement, je dirais, opposées à la garantie des droits de l'homme, surtout en cas de réfugiés et de migration. Et on a vu que je dirais que le dernier sommet de Val de novembre dernier, c'était quoi? C'était donner l'argent aux pays tiers de manière à gérer l'immigration et les réfugiés chez eux, mais pas chez nous. Et donc arrêter toute la mobilité des personnes ailleurs et non chez nous.
C'est-à-dire, c'était pour eux une manière de, je dirais, de limiter tous les axes qu'ils croient contre leur culture, contre leurs valeurs, de non-respect de la loi et des flux migratoires. Ces décisions, ils sont aussi condamnées par les ONG qui demandent à ce que la gestion des flux migratoires ou de réfugiés, comme on a vu par exemple les cas de la Syrie, les Syriens, les déplacés, le pays qui était à un moment qui a ouvert ses portes, c'était le Maroc, alors que l'Europe a fermé totalement les portes. C'est après, en été 2015, qu'on a vu le changement. Et maintenant, ces changements de décision, où les décisions sont en train de changer de manière à restreindre les flux migratoires. Comme c'est le cas, par exemple, d'octroi de visa. Donc, on est en train de vivre une conjoncture très, très difficile en matière de garantie des droits de l'homme. Et donc, même les défenseurs des droits de l'homme, on est face à des restrictions ou des dérogations, je répète encore, des dérogations qui sont, c'est-à-dire votées, adoptées par le Parlement. Et donc c'est ça un peu je dirais la difficulté de les faire annuler ou de les faire abroger. Et c'est-à-dire maintenant c'est l'action civile qui doit reprendre d'une autre manière, et on va voir que des réseaux au niveau régional et au niveau international qui sont en train de se mettre en place, de garantir la mobilité et de garantir le respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, je suis d'accord, mais je veux nuancer, c'est normal, je suis sociologue, donc je dirais les choses différemment, mais c'est pas contradictoire, c'est juste le dire différemment. Déjà, je vais commencer, il n'existe pas de culture des droits de l'homme, ça veut rien dire. Il existe la culture, il existe une façon de concevoir les choses, et puis il y a des pratiques où il y a des... Bon, quand on dit, par exemple, et le Maroc, on l'a toujours dit, le hugra, ou quand on dit celui-là, c'est un hakkar, bon, des termes comme ça, bon, c'est déjà ça, la lutte contre les droits, enfin, pour les droits de l'homme. C'est de dénoncer l'arbitraire, l'injustice, de le nommer et de dire voilà, cet homme-là fait du mal. Voilà. Et ça a toujours existé. On n'a pas attendu ni qu'on l'écrit dans une constitution, ni que le Maroc devienne indépendant. Dans le mouvement indépendantiste, dans le mouvement pour la libération nationale, il y a eu des forces politiques qui se sont mises en place et qui ont décidé de faire un Maroc nouveau. Ce Maroc nouveau, il consacrait une chose, et c'est ça le plus important à mon sens, la citoyenneté. C'est-à-dire, nous devenions des citoyens, et en devenant des citoyens, du coup, nous étions tous égaux, et même dès 1956, les femmes peuvent voter comme les hommes, etc. Et donc, finalement, ce qui est en jeu, c'est plus le processus de démocratisation, ce qui est en jeu, c'est plus l'évolution de la citoyenneté que les droits de l'homme eux-mêmes. Les droits de l'homme, ça a été bien dit, c'est un référentiel qui permet d'accélérer ces processus-là auxquels je fais référence. Et les États sont toujours dans un rapport balancier, un peu compliqué, dans lequel ils essayent, pour des raisons historiques qu'on peut comprendre parfois, et qui sont plus ou moins légitimes selon les périodes, de freiner ce processus ou cet élan-là. Depuis 1994 et surtout depuis 1999, nous sommes passés tout de même à une étape nouvelle. Nous avons changé, nous avons accéléré, on va dire, ce processus-là. Et donc les Marocains sont de plus en plus citoyens. Et c'est là que l'évolution est la plus notable. À partir du moment où ils deviennent citoyens, ils vont de plus en plus défendre leurs droits. Alors ils vont le faire pas forcément toujours de la meilleure des façons. On a besoin, vous avez raison, de références claires, on a besoin de techniques, on a besoin de formation au plaidoyer, de formation juridique, on a besoin de textes remaniés, et c'est ce qu'est en train de faire le Maroc. Mais d'abord et avant tout, ça part de la société. C'est un goût particulier, ce festival de Marrakech, pour vous? C'est un goût unique. C'est un goût unique parce que d'abord les enjeux sont très importants. Plus grand festival du monde arabe, sans censure, 36 nationalités présentes. C'est un goût particulier parce que le Maroc a un goût particulier, parce qu'ici on fait un festival qui ressemble au Maroc, pas un festival qui ressemble à Berlin ou à autre chose. C'est un festival public, populaire, qui accueille toutes les catégories de la population marocaine, place Jemaa el Fna, au Colisée. Et en fait, je dirais que c'est un festival où on pratique l'élitisme pour tous, c'est-à-dire on essaie de trouver les acteurs les plus crédibles pour un jury, on essaie de trouver
les films les plus intéressants, on essaie de trouver les masterclass, c'est-à-dire la transmission, l'enseignement, et on essaie de tout donner et de tout partager parce que c'est un festival, et je pense qu'en ces jours difficiles, c'est bien, c'est un festival où on a confiance dans l'homme. Et sinon, en commun avec tous les autres, c'est évidemment montrer ce qu'il y a de mieux, regarder les films, et si moi ça me touche, si moi ça me bouleverse, je veux le montrer aux autres, je veux l'offrir aux autres. Et c'est ça la particularité de Marrakech, c'est cet échange, ces cultures des échanges. Sarim Fassichiri disait l'autre jour à l'hommage canadien, on a deux langues, mais on n'a qu'un seul cœur. La chose que je trouve très intéressante ici, c'est que Bruno il a fait une sélection de films, je sais pas, de premier film ou de deuxième film. Ça, je pense que c'est la chiffre qui fait la particulière qualité de cette sélection. Et j'ai participé à d'autres jurys et tout ça, mais cette particularité, je la trouve très intéressante. Il y a une semaine que je vis comme une sorte de jet lag émotionnel, parce qu'hier on est parti du Liban, après de l'après-midi on était au Kazakhstan, et le soir on est arrivé à, je sais pas, au Brésil, je crois. C'est très intéressant. Vous entendez bien? Je veux dire, est-ce qu'il faut, non, déjà, est-ce qu'il faut s'entendre bien? Parce que sinon, il y a un moment, il faudrait peut-être pas s'entendre. Disons que c'est plus agréable quand on s'entend bien, parce que on est complètement dépaysé, comme le dit Sergio. C'est vrai qu'on passe d'un univers à un autre, d'un continent à un autre. L'équipe est assez réduite, et bon, nous, pour le coup, oui, c'est vrai que ça se passe assez bien. D'autant que je trouve que Coppola a une pensée assez visionnaire, très construite et pertinente. Il est très démocratique et dans sa démarche, avec nous du moins, et il nous donne oui, tout à fait, et il nous donne un rendez-vous ponctuel avec des consignes assez claires. Juste... On dit que tu prennes, qui te prend ou qui ne te prend pas. C'est pas à nous, c'est le film qui fait son métier. C'est non? Oui, je suis assez d'accord. Après, par rapport à l'exercice de juger du moins un film, j'essaie de me positionner, j'essaie d'être vierge sur ça, et j'essaie d'avoir non pas un sens critique mais constructif. J'essaie d'avoir d'émettre un jugement plutôt constructif. Voilà. Qu'est-ce qui me pousse dans mes retranchements, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait fantasmer, et j'essaie toujours de découvrir le point de vue du metteur en scène. Je suis assez bon public sur ça, j'arrive en tous les cas à me faire inviter dans un univers, quoi. Plus droit de cité dans ce monde aussi violent, Sergio? La violence dans le cinéma. Vous savez, nous avons un président du jury qui a fait de la violence un art. Voilà. Et Francis, il disait une chose comme ça dans une réunion, tu te souviens, il disait la violence, c'est malheureusement, mais c'est excitante. Mais à part ça, il faut dire qu'il y a toujours quelque chose qui arrive ou n'arrive pas. La gratuité de la violence, c'est facile à la lire. Mais on peut avoir la nécessité de mettre en scène la violence pour la disinnescare, pour la éloigner. Par ça, Bruno il sait qu'au début, quelqu'un de nous était aussi inquiet de partir, de venir ici au festival après la tragédie de Paris et tout ça. Et après, on a compris que c'était déjà un geste militant d'être ici, non? Pour souligner l'importance d'être dans un lieu où on parle de cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est seulement une chose, le futur, l'avenir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est regarder, comment dire, quelque chose c'est laisser une fenêtre ouverte, c'est laisser une porte ouverte. En conférence de presse, vous avez quand même dit que vous aviez eu peur d'avoir une tête de cheval dans votre lit, quand même. Avec Francis Ford Coppola. Bah oui, je sais pas quand même. Je sais pas. Voilà. Alors ça, c'est... D'abord, quand on dit que le contexte n'est pas le même aujourd'hui qu'il l'était avant, c'est faux. Ça l'était déjà, c'était le même. La problématique existait aussi. Oui. Je trouve qu'on a la mémoire courte et que c'est facile. Mais en termes de perception, on a l'impression tellement... Et quant à revenir au choix, je rappelle encore une fois que le choix de celui-ci se voulait pertinent, tout comme le film, qui malheureusement s'est avéré visionnaire. Oui. Donc, quelle attitude avoir vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on joue encore Macbeth? Est-ce qu'on joue encore
j'en sais rien moi. Donc ça dépend toujours du cinéaste, ça dépend toujours du projet, ça dépend toujours du propos, voilà quoi. Ça se passe bien avec tous ces gens-là, tous ces gens inconnus au sein du jury? Oui, avec tout le monde sauf Samy. Pardon? Ça se passe bien avec tout le monde, mais c'est avec sauf Samy. Ouais, j'en étais sûr. On essaye, mais bon, d'ici demain, ça ira mieux. Alors, Amel, ce festival, aujourd'hui, on a rendu hommage à un cinéma qui est le cinéma canadien. Beaucoup de gens ont pu le découvrir, en tout cas j'espère, hein, c'est quand même le but de la chose. Il remplit son rôle pour vous, Amel, qui est actrice marocaine. Vous êtes actrice marocaine au sein du jury. Qu'est-ce que vous êtes souvent au sein de ce festival? Vous avez arpenté le tapis rouge, mais pas seulement. Il est pour vous aujourd'hui, il correspond à ce que vous auriez voulu d'un festival sur le sol marocain? Je suis ravie qu'il continue à se faire. Moi, j'ai eu la chance d'y être dès les premières années, puisque j'étais membre du jury du court-métrage, je pense, la première édition. Puis j'ai été ensuite, j'ai fait les présentations, je pense la 4e ou 5e édition. En tout cas, bon, j'ai été invitée chaque année. Je suis toujours ravie par la diversité, la qualité des films qu'on peut y voir. Pour moi, c'est à la fois, au niveau sur le plan cinéma, mais c'est aussi une ouverture sur le monde, parce que ça m'a permis de faire connaissance avec des civilisations à travers le cinéma. J'ai pu, moi je suis jamais allée en Asie par exemple, et j'ai pu connaître à travers le cinéma asiatique, rencontrer des peuples, des populations, et puis enlever des tas de préjugés que j'avais sur ces peuples-là en tout cas. Et pour moi ça c'est quand même un ravissement et c'est très très intéressant et j'espère que le public en profite. Ensuite, par rapport à mes attentes, je sais pas, aujourd'hui, je suis actrice marocaine dans mon pays. J'ai malheureusement pas été dans des coproductions internationales, donc voilà, je suis là. J'aspire évidemment à plus de choses, à pouvoir aussi que ce festival puisse être un tremplin pour autre chose. Bon, ça viendra, mais je pense que le fait, déjà pour moi, aujourd'hui, c'est à la fois même sur le plan politique, je dirais, parce que le cinéma n'a pas seulement un aspect culturel, mais sur le plan politique, que cette édition, en tout cas, cette 15e édition, qui je pense a eu beaucoup de mal à se faire, moi-même j'avais des doutes, à un moment je me disais, est-ce que ça va pouvoir se faire? Mais quand j'ai vu et que j'ai entendu qu'une grande personnalité comme Francis Ford Coppola n'a jamais douté de sa venue, pour pouvoir soutenir. Oui, il a enlevé le doute chez les autres aussi. Oui, très certainement. Et puis c'est un gage de confiance. C'est quand même, c'est formidable qu'on puisse dire aujourd'hui que le Maroc, pays arabo-musulman, est une terre d'accueil, une terre de tolérance, une terre de culture. Donc pour moi, c'est vraiment gagné, quoi. Aujourd'hui, ça change dans la manière de juger les films-là, de juger l'esthétique du film? Alors, d'abord, aujourd'hui, un grand festival comme le nôtre, on est obligé d'être équipé numériquement de ce qu'il y a de mieux, parce que de toute façon, il y a un tel travail de la technologie, du son, de l'image, qu'on est obligé, y compris sur la place Jamal Fna, d'avoir un équipement dernier cri. Après, je dirais que pour le public, c'est peut-être la différence entre les professionnels que nous sommes et le public. Pour le public, il vaut mieux voir les films sur grand écran, parce que c'est là que ça fait rêver, c'est là que la mise en scène prend toute sa plénitude et que l'émotion peut nous gagner. Mais nous sommes des professionnels. Nous voyons un nombre de films beaucoup plus important que le public dans l'année. Donc nous n'avons pas le choix non plus. Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes, il reçoit des liens. Aujourd'hui, la dématérialisation du film fait qu'il y a plus de 35. Il y a bientôt plus il y aura bientôt plus de DCP. Il y a déjà quasiment plus de DVD. Donc on reçoit des clés, on reçoit de la fibre. Donc du coup, ça nous oblige à une plus grande acuité, mais honnêtement, ça, de mon point de vue, et je pense que pour ça rime aussi, pour les professionnels, on souffre, on adore le cinéma, mais on est obligé de passer par là, et on arrive à voir des films. Vous savez, c'est comme un amateur, je sais pas moi, de peinture, ou un amateur de vin. Quand il boit une petite goutte de vin, il sait immédiatement si c'est un bon vin, un mauvais vin, un grand vin, un petit vin, un moyen vin. Il a besoin de se rassurer sur le deuxième palais. Nous, c'est pareil. Des fois, on se parle. On a vu 10 minutes du film, on sait, alors on veut être généreux, on va aller un peu plus loin, mais en fait, on sait. Ah bah, je vous tiens. Bruno, tout à l'heure vous disiez on ne part pas d'un film, et quand on le regarde sur un petit écran, on peut se permettre de taper sur la barre espace. Mais on sait. Mais même quand on paye notre place, quand on paye notre place, qu'on rentre dans une salle de cinéma, au bout de 10 minutes, on sait. Alors on sait
on sait que c'est pas un grand film, on sait que ça peut être une nullité, on sait que c'est un film qui peut être intéressant, mais on sait, mais on reste jusqu'au bout. Voilà, c'est comme quand vous ouvrez un livre, vous fermez pas la page au bout de 5 pages, mais vous savez quand même, de par la qualité de l'écriture. Mais c'est quoi ce cinéma japonais, ça existe, etc. Vous sentez le feedback des gens? Je pense que oui. Je pense que, et pas seulement par rapport au cinéma asiatique, c'est valable aussi pour le cinéma sud-américain, c'est valable pour certaines formes de cinéma ou certains cinémas, certains films j'allais dire, d'origine douteuse, entre guillemets, c'est-à-dire que le public n'en a jamais entendu parler auparavant. Et c'est aussi notre volonté de montrer ce genre de cinéma qui est importante. Puisqu'après, on retrouve ces cinémas dans d'autres grandes manifestations, quelques années plus tard, et on découvre, ah oui, il fallait montrer le cinéma sud-coréen, ou il fallait montrer le cinéma du Kazakhstan, ou de l'Europe du Nord, bien qu'il soit déjà connu, etc. Donc c'est très important de sortir des sentiers battus. Oui, il faut toujours accompagner les professionnels. On n'est pas encore dans une industrie du cinéma. Moi, je dis au Maroc, on est dans l'industrie de l'audiovisuel et qu'on va vers une industrie du cinéma. Et on ne peut pas parler d'industrie du cinéma avec 20 films par an, 20-25 films par an. Donc, on est dans une industrie de l'audiovisuel parce que pour avoir une industrie, il faut grouper le cinéma, l'audiovisuel, la pub, tout ce qui se fait autour des télévisions, etc. Et donc, il faut accompagner ces professionnels pour qu'ils aient une visibilité à l'international. Il y a j'allais dire une concurrence violente à l'international. Il y a cette évolution des médias et de la diffusion qui fait que les choses changent. Il y a 20 ans, on discutait avec un distributeur, qui lui-même discutait avec un exploitant. C'était des choses très simples. Aujourd'hui, on discute avec des vendeurs, on discute avec des chaînes de télévision. Les chaînes de télévision vous disent ce qu'ils veulent, quels acteurs ils veulent, comment ils voient le scénario. Et puis là, on se retrouve 15 ans après le début donc, du XXIe siècle à discuter également avec des plateformes. C'est-à-dire on est passé à Internet. C'est-à-dire que même les télévisions sont en train d'être reléguées. Vous voyez l'évolution, comment elle est faite? Donc on est, nous, obligés, entre guillemets, d'accompagner cette évolution et l'expliquer de manière la plus simple possible à nos producteurs et à nos cinéastes. Parce qu'il y en a encore qui ne comprennent pas.